Et salut la plèbe, on se retrouve pour le débrief de la main card de cette UFC Fresno en Californie, donc la Fight Night qui opposait en main event Cub Swanson à Brian Ortega. Donc on va débriefer rapidement le début de cette main card parce que c'était pas forcément dingue, on va s'attarder sur les combats les plus intéressants. Alors, au début, on avait Albert Morales face à Benito Lopez, donc combat que j'ai regardé en même temps que je vous débriefais les prélims, donc pas évident pour moi. Je vais vous donner mon ressenti en général parce que je peux pas vous détailler exactement le combat du coup. Round 1, grosse guerre entre les deux hommes, donc ça part vraiment live. On a un étranglement de Lopez quasi, quasi fatal, mais Morales s'en sort quand même, mais domine le reste du round, j'ai l'impression. Donc les deux vraiment ils étaient en mode bagarre, mais on sentait quand même que le jeune Benito Lopez était plus en mode comment dire, excité et pas forcément technique, et que l'autre Morales était vraiment plus à l'expérience quoi. Donc round 2, Lopez gère moins bien son effort, Morales prend le round à l'expérience je pense. Round 3, toujours pareil, que du striking. Morales touche un peu plus. Les deux sont talentueux, mais Morales, on le sent plus mûr. Alors pour moi, il marque les points. Il marque plus de points. Mais malgré ça, on a une décision unanime pour Benito Lopez. Alors là, c'était la stupeur aussi bien de la part des commentateurs que du public, je pense. À croire que les juges ont fumé du mauvais shit. Donc bon, voilà, passons. Au final, voilà, le jeune Benito Lopez, il aura montré quand même qu'il est assez talentueux, il manque d'expérience, et Morales, bah voilà, je trouve qu'il se fait un peu voler, mais bon, je pense qu'il pourra mieux revenir, il n'y a pas de souci. Il est également pas mal celui-là. On avait ensuite Eric Kanders, un ancien footballeur américain qui était très très favori face à Marcus Perez. Donc Marcus Perez qui faisait ses débuts à l'UFC. C'était en middleweight. Donc au premier round, on a un Perez qui est très mobile mais main basse. Anders le colle contre la cage à de nombreuses reprises. Donc on avait un Eric Anders qui était vraiment très baraque, très puissant. À un moment, Perez réussit un très beau takedown en l'arrachant. Il tente l'étranglement mais ça se relève. Perez lui il fuit énormément en courant même parfois un peu à la Lister Overeem. Il fait le mariole en regardant ailleurs fixement, toujours main basse. Voilà, on se dit vraiment que s'il se fait connecter, ça va piquer, car l'autre il envoie vraiment des très très lourdes, il est très musclé. Second round, Perez est très acrobatique, il fait le show, mais bon, il touche pas beaucoup. Et Anders, lui, commence à le toucher vraiment fort avec quelques directs. Il le knockdown à un moment, mais bon, Perez n'est pas forcément très touché. Ensuite, Perez qui arrête pas de fuir, en fait, fuit de la mauvaise manière parce qu'au final il se retrouve dos à la cage et il se fait cadrer assez souvent. Il prend beaucoup de coups, mais bon, il prend pas de coups de plein fouet parce bon, s'il avait pris les coups de plein fouet, ça ferait un moment qu'il dormait. Mais bon, on peut dire quand même qu'il est assez résistant. Il le connecte vraiment une fois, puis ensuite en grand and pound violent jusqu'à la fin du round. Round 3, on a un Perez qui est vraiment exténué, il en peut plus. Knockdown dès le début du round, ça se relève, mais l'autre a toujours les mains basses. Il encaisse bien, mine de rien. Anders l'a bourriné tout le long de ce dernier round en grand and pound, ça a été assez violent. Pas de surprise cette fois au niveau des juges, on a 30-26, 30-25 et 29-28. Donc décision unanime pour Eric Anders, qui était très favori. On va pas commenter le juge qui a mis 29-28. Je crois que c'est lui qui avait allumé au début le pétard. Plein de mauvais shit qui a donné la décision pour Lopez au combat d'avant. Lui, il était vraiment manipulé par la drogue. Je vois pas d'autre explication parce que 29-28 sur ce combat-là, 30-26, ça me paraissait déjà largement plus cohérent. 30-25, c'est peut-être un peu de l'abus, mais bon, bref. Passons à la suite. On avait ensuite Scott Holtzman face à Darrell Archer en lightweight. Alors moi, ce que j'ai tout de suite remarqué, c'est le dos hyper musclé de Scott Holtzman. Un dos musclé comme pas possible, on aurait dit tortank le type. Premier round, ça lutte beaucoup contre la cage. Holtzman réussit un inside trip, donc un balayage, un crochetage à l'intérieur des jambes. Au Uchigari, si je dis pas de bêtises, en judo. Ensuite, il ground and pound depuis la garde, puis de la demi-garde. Archer est durement touché avec un genou quand ça se relève.
À un moment, Holtzman glisse sur un kick et Archer se retrouve au-dessus au sol. Round qui va à mon avis à Holtzman parce que bon, il a quand même largement dominé. On sent Holtzman plus à l'aise dans tous les domaines à ce moment-là du combat, mais on va voir que ça va pas forcément durer. Round 2, Archer le contre à un moment avec un uppercut 2 fois, uppercut du gauche. Holtzman se met à danser un peu, il est pas bien. Il réussit ensuite un takedown, ça se relève, deuxième takedown, mais rien de significatif. Juste un contrôle de position, mais quelques gros coups quand même en grand end pound. Ça se relève, troisième takedown, encore une fois en inside trip. Comme il a été touché debout, en fait, Holtzman il sécurise en combattant en clinch et en clinch quand il est debout et en amenant au sol un maximum. Il fait assez mal en ground and pound. Il prend les 2 premiers rounds sans hésitation pour moi. Au début on le voyait super dans tous les domaines, mais au fur et à mesure du combat on a vu que debout, Archer était capable de très très bien le contrer avec sa gauche. Round 3, Holtzman continue à clincher, à tenter des takedowns. Dès qu'il se relève, Archer est assez dangereux avec son striking. Donc ce qu'il fait en fait, Holtzman, c'est qu'il rend le combat dégueulasse en collant son adversaire tout le temps. Et ça marche. Décision unanime pour lui, 30-27 x 3. Mérité, il a combattu intelligemment, rien à dire. Et là on rentre enfin dans les combats assez intéressants entre guillemets. Enfin, des combats qui se regardent quoi, parce que jusque là c'était assez pauvre en termes de noms. On avait Marlon Moraes face à Aljamain Sterling en bantamweight, qui pour moi aurait dû être le co-main event. Donc Aljamain Sterling qui lui sortait d'une win face à Renan Barao. Donc c'était le numéro 7 face au numéro 8 de la catégorie bantam. Premier round, on a Moraes qui touche durement Sterling avec une grosse gauche. Les premiers rounds, on a tout de suite Moraes qui touche durement Sterling avec les poings, donc un knockdown. Sterling défend très bien et récupère assez facilement au sol. Il défend très bien, ça se relève et là tout de suite Sterling, à mon avis encore un peu sonné, descend dans les jambes, mais Moraes envoie un kick en même temps et en fait Sterling se jette sur le genou de Moraes, il le prend en pleine tête et là il tombe électrocuté sur le sol. Il a même la jambe qui reste tendue en l'air, c'est assez horrible comme KO. Moraes n'enchaîne même pas au sol en fait, Sterling tombe et Moraes détourne directement les talons et va célébrer parce que KO très très sale, KO of the night d'ailleurs on peut se dire, et effectivement il a eu le KO de la soirée. Donc KO round 1, je suis un peu déçu parce que j'espérais mieux pour Sterling, je le trouvais vraiment pas mal, j'aimais bien son style, très bon debout, très bon au sol. Pas académique du tout debout, mais assez cool quand même, et surtout très bon au sol, très souple, très grand. Enfin très grand, pour un bantam, j'entends bien. Donc bon, voilà, un peu déçu. Moraes qui s'inquiétait à la fin de l'état de santé de son opposant. Franchement, il pouvait s'inquiéter parce que le KO était vraiment hard et Sterling s'est pas relevé, je crois qu'il s'est pas relevé du tout en fait. Je crois qu'il n'a pas réussi à se relever de lui-même. On l'a plus vu après, il a même pas pu venir à la décision ni quoi que ce soit. Donc voilà, KO assez impressionnant. Moraes qui grimpe encore dans le classement bantam, qu'il était déjà 7ème. Voilà, ça annonce du bon pour lui parce qu'il est en forme en ce moment, il est bien placé, donc surtout qu'à part Cody Garbrandt, TJ Dillashaw et Dominic Cruz, il n'y a pas grand monde. Ça sent bon pour lui, on peut dire que ça sent bon. Pourquoi pas tirer un Cody Garbrandt si jamais Cruz revient pas rapidement. Voilà, on sait pas. On sait pas, ça peut être intéressant. On passe ensuite au co-main event qui n'avait pas du tout un air de co-main event. Jason Knight, le numéro 15 de la catégorie featherweight face à Gabriel Benitez. Donc Jason Knight était ultra favori, on supposait que l'UFC avait booké ce combat pour le faire briller. Premier round, on a un gros contre de Jason Knight dès le début qui touche bien, mais ensuite Knight se prend un point de moins parce qu'il aurait mordu son adversaire. Benitez très bon debout, Knight boxe pas si mal, on sait que c'est pas sa spécialité, mais bon, Benitez est au-dessus quand même. Knight, son seul temps fort, ça aurait été sur un takedown raté, de se retrouver en full guard et de tenter une omoplata. Mais bon, vraiment Knight pour l'instant on se dit qu'il a pas du tout l'air favori quand on voit ce qui se passe. Round 2, Benitez continue de très bien striker, Knight réussit un beau takedown, en fait il fait une overhand puis il plonge dans les jambes.
Ensuite, il retente un takedown foiré encore une fois et il passe en rubber guard comme la première fois, mais Benitez sort pour la seconde fois. Benitez, lui, continue de bien toucher, les low kicks passent toujours, ils sont toujours pas bloqués. Le combat est arrêté encore pour un droit dans l'œil de la part de Jason Knight, qui prend beaucoup de coups. Toujours lui, au fur et à mesure que le combat continue. Ses takedowns sont téléphonés, debout il prend cher, donc c'est vraiment pas ouf. On a vraiment pas l'impression qu'il est favori, quoi. Surtout qu'il était bien favori, il était genre à moins 300, je crois, si je dis pas de bêtises. Au round 3, Jason continue d'être beaucoup touché, il provoque un peu. Benitez il provoque un peu pour que ça continue debout et pour que la bagarre ait lieu. Et ça marche un peu. L'autre, Jason Knight est complètement outstriké. Les kicks passent au corps, les points au corps, les points au visage, tout passe vraiment. C'était une leçon. Impossible de réussir un takedown de la part de Jason Knight. À la fin, en fait, il se jette sur Benitez et il le laisse prendre la position montée. Il tente une clé de jambe sur la fin qui était assez intéressante suite à cette position montée. Mais bon, Jason était vraiment dans le rouge et au final, gros upset. Enfin, gros upset selon les parieurs. Mais pas gros upset quand on voit la physionomie du combat. 30-26, 30-26, 29-27, victoire de Gabriel Benitez, absolument méritée. Donc bon, Jason Knight était censé être la star de ce main event, mais bon, pas du tout. On a juste hâte d'une chose, c'est que le main event débute. Et justement, on y arrive. On a donc Cub Swanson, numéro 4 de la catégorie Featherweight, face à Brian Ortega, le numéro 6. Donc le sondage disait, selon le sondage, 64% des gens pensaient que Cub Swanson allait l'emporter. Moi j'étais pour Brian Ortega parce que je suis fan du sol et même du mec, j'aime bien le mec et surtout il a vraiment un très bon jiu-jitsu. L'arbitre c'était Mike Beltran. J'ai été surpris que selon les parieurs, selon les bookmakers, c'était en pick-em, donc qu'il n'y avait pas de favori. Je pensais quand même que Cub Swanson serait favori. Je pensais d'ailleurs que Cub Swanson allait gagner honnêtement. Début du round 1, ça se jauge. Cub est un peu plus offensif. Brian arrive à contrer un petit peu, mais quand ça strike, on sent que Cub varie mieux, frappe fort, il est plus actif. Juste sur la fin, on a un très bon étranglement depuis un clinch en guillotine sauvé par le gong. Donc c'était un mi-guillotine, mi-darce choke. Donc Cub Swanson a bien défendu. À mon avis, il a bien été fatigué de ça, il a été sauvé par le gong, mais bon. Round 2, Cub touche beaucoup. Mais Ortega, lui, bronche pas, il continue à avancer, il continue à mettre la pression. Malgré beaucoup de low kicks, de coups au corps et même au visage, Ortega le plaque contre la cage à un moment, puis avec un seul bras, il tente une guillotine anodine. Il saute et la grippe avec un triangle de jambes, toujours en guillotine. Donc en fait, Cub est debout et Brian est accroché à lui avec ses jambes et en mode guillotine avec son bras. Cub Swanson, il pousse sur les cuisses de Brian Ortega pour le faire lâcher les jambes. Mais Brian Ortega, lui, reste accroché au cou de Cub Swanson, il reverrouille les jambes, et là, par contre, la guillotine est vraiment très bien verrouillée. Donc, Cub Swanson tape très rapidement, et vraiment, il tape autant qu'il peut. Ça montre que la guillotine était parfaite, magnifique. Donc, dur pour Cub, parce que du coup, on suppose qu'il aura jamais son putain de title shot, alors qu'il le mérite quand même. Brian Ortega vraiment impressionnant par sa technicité et son jiu-jitsu brésilien. C'est vraiment, on sent qu'il a une vraie ceinture noire, quoi. C'est pas rigolo le type. À la fin, il fait un discours assez sympa en disant que pour lui l'UFC c'est juste une plateforme qui lui permet en fait de récolter des sous et d'être un panneau publicitaire aussi pour des actions de solidarité, des choses comme ça. Donc j'aime beaucoup le bonhomme, j'aime beaucoup ce dont il est capable et j'ai hâte de voir ses limites en fait. Il est toujours invaincu. Donc à voir pour la suite, à voir ce qui va se passer. Il se retrouve propulsé encore plus haut. Il sera pas normalement dans les discussions pour un title shot, mais franchement, s'il gagne son prochain combat, c'est sûr qu'il tire à Max Holloway, c'est sûr à 100%. Hâte de voir ce que ça peut donner, vraiment un combattant très sympa. Cub Swanson, je sais pas ce qu'il attend lui parce que il doit renouveler son contrat avec l'UFC et je sais absolument pas ce qu'ils vont lui proposer parce que là va falloir qu'il regravisse encore les échelons, ça va être compliqué pour lui, il est pas tout jeune, il a 34 ans, à voir. Donc voilà les gars pour cet event qui aura pas été ouf, on a vu quelques belles choses mais c'était pas la folie.
on se retrouve la semaine prochaine pour l'événement qui opposera Rafael Dos Anjos à Robbie Lawler. Là, on a une très belle carte par contre. C'est un UFC on Fox si je dis pas de bêtises. Donc on aura vraiment un bel event et ce sera bien plus un plaisir à commenter que celui-ci. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi, même si vous ne serez pas nombreux à mon avis parce que l'event n'était pas léchant du tout. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.